Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invitée aujourd'hui, Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Présidente du Front National. Alors vous êtes avec nous pour ces deux parties. Nous allons parler bien sûr d'actualité internationale, mais aussi nationale. Mais peut-être une première question, bien sûr, sur le Japon et cette catastrophe naturelle, le tremblement de terre. Des Japonais qui vivent la destruction, mais aussi la menace nucléaire. Comment peut-on aider aujourd'hui, nous et les autres, le Japon? Bon, d'abord, on ne peut que tous avoir une admiration absolument sans borne pour ce peuple d'un sang-froid et d'un courage vraiment remarquable. Voilà, nous avons des leçons à tirer de la manière dont le Japon s'est préparé aussi et a préparé sa population à ce type de catastrophe, parce que je crois que la France est en l'occurrence très mal préparée. Moi j'ai fait un certain nombre de propositions, notamment... Ça va préparer à des catastrophes de ce type? Oui, moi je pense qu'il faut d'abord mettre en place une grande campagne de sensibilisation à destination des Français, peut-être même dès les écoles, pour que les Français apprennent ce qu'ils doivent faire en cas de catastrophe, parce que je crois que... Il y a peu de risques sismiques en France. Oui, mais on ne sait pas, il peut y avoir n'importe quoi peut arriver, et notamment je vous signale que nous avons vécu tout de même des inondations extrêmement graves qui ont démontré que nous étions très mal préparés à cela. Donc, vous avez vu tous les mercredis matins à midi de chaque mois, les sirènes sonnent. Bon, mais moyennant quoi, on dit, ah bah tiens, il est midi. Mais on ne sait pas du tout quoi faire si jamais il y a véritablement une catastrophe. Donc, il faut une campagne de sensibilisation. Je pense qu'il faut mettre en œuvre maintenant également la création d'une garde nationale civile, avec des réservistes, avec éventuellement des retraités, brancardiers, qui puissent intervenir. Elle pourrait être constituée, par exemple, de 100 000 personnes qui puissent intervenir immédiatement en cas de catastrophe naturelle. Ça me paraît essentiel à la préservation et à la protection de notre peuple. Ça va être une proposition, ça? Oui, tout à fait. Je crois que c'est essentiel à la protection, à la préservation de la sécurité de notre peuple en cas, effectivement, de catastrophe. Deuxième conséquence, alors le risque nucléaire, on va en parler bien sûr dans quelques instants, mais peut-être sur l'économie, le Japon, les conséquences d'après vous sur l'économie du Japon et de l'économie mondiale. Et écoutez, évidemment cette catastrophe participe déjà dans la situation mondiale du chaos qui est en train de frapper le système monétaire international. Il risque de contribuer à accélérer en quelque sorte ce chaos. Ce chaos sera peut-être positif puisqu'il permettra, je l'espère, de pouvoir mettre en œuvre un autre système monétaire international que celui qui a démontré son incapacité à assurer la prospérité des peuples du monde, tant d'ailleurs occidentaux que, en l'occurrence, africains. Un certain nombre pensent que la reconstruction permettra au Japon de s'en sortir. Moi, je crois que le Japon a une grande capacité de sursaut un peu comme les Américains, économique. Capacité à probablement, et c'est en tout cas ce que j'espère évidemment pour le peuple japonais. Alors, la catastrophe nucléaire qui est bien sûr suspendue comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des Japonais. Ce drame relance aujourd'hui en France le débat sur le nucléaire. Quel est votre avis là-dessus? Parce que quand on regarde votre programme, sur le chapitre énergie, il est écrit « Poursuivre l'effort sur l'énergie nucléaire ». Ça veut dire que selon vous, il ne faut pas réduire cette dépendance que la France a envers le nucléaire? Je pense que le choix qui a été fait du nucléaire en France était un choix, était un bon choix. Hein. La preuve d'ailleurs, c'est que ce choix limite évidemment la dépendance de la France à l'égard de monarchies pétrolières dont on voit que leur situation n'est pas stabilisée, que demain, évidemment, on pourrait voir un pétrole qui augmente dans des proportions qui seraient insupportables et inabordables pour les Français. Par conséquent, quand on voit les écologistes surfer en quelque sorte sur la peur du nucléaire au bénéfice de cette catastrophe pour demander la réduction, mais évidemment c'est électoraliste parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que cela. Et même ils ont une responsabilité parce que depuis des années, ils s'opposent à tout investissement dans le nucléaire. Or ces investissements avaient évidemment pour vocation d'abord de moderniser les centrales françaises qui incontestablement sont vieillies, et en les modernisant, de renforcer évidemment la sécurisation de ces centrales nucléaires. Je vous rappelle que c'est eux qui, au passage, ont fait capoter ITER. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'on ne doit pas engager des recherches et des investissements dans d'autres sources d'énergie. Moi, ça fait de nombreuses années que je défends les recherches sur l'hydrogène, parce que je pense que les recherches avancent et que l'hydrogène est une énergie totalement propre. Hein. Ça vient de l'eau, ça
ça repart en eau, en quelque sorte, même s'il faut de l'électricité. Bon, donc on peut réfléchir à tout cela. Mais dire aujourd'hui, il faut réduire le nucléaire, alors même que les Français n'arrivent même plus à mettre de l'essence dans leur voiture, ou tellement l'essence est chère, m'apparaît complètement absurde. La catastrophe japonaise a occulté l'affaire libyenne, on va dire, la situation en Libye, avec les forces du colonel Kadhafi qui reprennent petit à petit les bastions, et notamment Benghazi qui est prêt à tomber. Faut-il intervenir, selon vous, en Libye, où vous comprenez l'immobilisme qu'on voit aujourd'hui de la communauté internationale? Non mais écoutez, intervenir comment exactement? C'est-à-dire faire la guerre à la Libye? Mais les frappes aériennes. Faire la guerre à la Libye, rentrer dans une guerre en Libye, alors que nous sommes déjà embourbés dans une guerre en Afghanistan, alors que l'Irak est loin d'être stabilisé, quasiment en guerre civile. Moi, je crois que c'est un très mauvais choix. Donc voilà. Nicolas Sarkozy a tort? Oui, il a tort, bien sûr. Il joue les va-t-en-guerre contre la Libye, omettant d'ailleurs au passage de dire que la situation de notre armée est tellement catastrophique et elle est tellement dans l'ensemble, éparpillée dans l'ensemble du monde, que probablement nous n'aurions même pas les moyens matériels de pouvoir mener ces opérations militaires. Mais surtout, la responsabilité d'un président de la République, c'est de penser d'abord à l'intérêt du peuple français et à l'intérêt de la France. Ce Kadhafi vient de nous menacer successivement d'engager des attaques terroristes contre notre pays au cas où nous interviendrons. Il menace Nicolas Sarkozy de révéler oui, enfin, ça à la limite, ça touche Nicolas Sarkozy. Qu'il aurait donné pour sa campagne. Ça touche Nicolas Sarkozy, c'est son problème avec son ami. Vous y croyez à ces menaces, là ? Oui, j'y crois, bien sûr, parce que M. Sarkozy était très proche de M. Kadhafi, il me semble, avant de changer totalement son fusil d'épaule. Bon. Et puis, M. Kadhafi a menacé d'arrêter, de maîtriser l'immigration clandestine qui part de Libye. Or, il y a 1,5 million, je crois, d'immigrés en Libye. Si ceux-ci montent sur des bateaux pour venir dans l'Union européenne, eh bien, nous serons absolument submergés. Et une autre chose, si vous voulez, c'est que la Ligue arabe semble opposée à des frappes militaires en Libye. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si nous intervenons, nous allons nous mettre à dos. Oui, elle change d'avis au moment où les frappes aériennes n'ont plus aucun intérêt, puisqu'en réalité l'avancée de M. Kadhafi se fait avec des moyens terrestres. Bon, nous ne sommes tout de même pas dupes. Nous risquons de nous mettre les opinions publiques arabes à dos en intervenant. Mais je crois que très honnêtement... Alors il faut faire quoi? Nicolas Sarkozy, il lui fallut peut-être faire agir par la diplomatie. Et puis il faut forcer la Ligue arabe. Oui, mais excusez-moi. La diplomatie avec Kadhafi, ça n'a pas l'air de marcher. Non mais écoutez, et la Ligue arabe, que fait-elle? Parce qu'après tout, je suis désolé de vous rappeler qu'il y a quand même une communauté géostratégique, une communauté de culture, une communauté de langue, une communauté de religion entre un certain nombre de pays et la Libye. C'est plutôt à eux, quand même, dans le cadre des bassins civilisationnels, d'intervenir. Moi, je crois que la diplomatie doit être régionale. Pourquoi c'est toujours l'Union européenne qui doit intervenir militairement, qui doit accueillir les clandestins qui arrivent? Après tout, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, les monarchies pétrolières les monarchies pétrolières n'ont pas les moyens, excusez-moi. Elles dégorgent de pétrodollars. Bon, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite... bien sûr, ces pays-là, les monarchies du Golfe, mais c'est à eux de régler diplomatiquement les problèmes dans cette partie du monde. Si demain, il y avait une catastrophe naturelle, par exemple, en Italie, ce serait tout à fait légitime que ce soit la France qui accueille les réfugiés. Donc les voisins, en gros. Italiens. Oui, ça me paraît quand même, non seulement sur le plan géostratégique, ça me paraît sage, mais de surcroît, ça me paraît être de bon sens. Est-ce que Nicolas Sarkozy a eu raison de reconnaître le Conseil national de transition libyen, l'opposition libyenne? Écoutez, même son ministre des Affaires étrangères n'était même pas au courant. BHL, toute chemise ouverte, revient de Libye avec quelqu'un sous le bras dont personne ne sait qui il est, et il dit, voilà, le gouvernement légitime de la Libye, et on reconnaît ce gouvernement de transition. Mais jamais personne n'a vu cela dans aucune partie du monde. Une fois de plus, nous nous sommes totalement déconsidérés en matière de diplomatie, et Nicolas Sarkozy est d'ailleurs obligé... En voulant faire mieux que pour la Tunisie, être le premier, non mais d'accord, mais faire n'importe quoi dans un sens ou n'importe quoi dans l'autre, ça reste du n'importe quoi. Bon, M. Juppé est obligé de rétro-pédaler en disant que non, en fait, on ne les reconnaît pas comme un gouvernement de transition, mais comme des interlocuteurs politiques. Enfin, ça vous inspire quoi, tout ça, écoutez, tout ça me donne un sentiment d'amateurisme
totale. Je pense que l'État français est en situation d'effondrement à cause d'un président de la République qui ne dirige plus rien, qui fait de la politique à coups de menton ou à coups de cœur, ça dépend des fois, et l'intérêt et l'image de la France en ressort durablement affaibli. Alors, cette semaine, vous étiez en Italie, à Lampedusa, porte d'entrée de l'Europe pour les candidats à l'immigration. Vous avez déclaré, ce n'est pas un coup de com'. Alors franchement, c'est quoi? Vous êtes resté que 2 heures sur place. Est-ce que là, vous n'appliquez pas les méthodes de Nicolas Sarkozy, qui a souvent fait des coups médiatiques? Pas du tout. Je suis allé sur place, j'ai été le seul député européen non italien à venir sur place à Lampedusa pour m'entretenir avec les carabinieri, pour m'entretenir avec la douane, pour m'entretenir avec le maire de Lampedusa, qui m'a d'ailleurs accueilli très chaleureusement, qui était très heureux qu'un député européen étranger vienne voir ce qui se passe à Lampedusa. Et ça a changé quoi? J'y ai trouvé, d'abord ça m'a permis de savoir dans quelle situation se trouvent les autorités là-bas. Elles sont totalement abandonnées de tous, obligées de gérer des flux qui commencent à devenir massifs, réduits à espérer en quelque sorte le mauvais temps pour éviter que les bateaux partent de Tunisie pour venir s'échouer à Lampedusa. Le jour où je suis parti, 1800 clandestins... Qui souhaitent des tempêtes pour que les bateaux n'arrivent pas. Même pour qu'ils ne partent pas de là-bas. 1800 clandestins, le jour où j'étais à Lampedusa, sont arrivés sur l'île, alors même que le centre de rétention était déjà surchargé. Mais ils en font quoi alors Eh bien, voilà, ils arrivent, et puis après avoir vu leur identité, ils leur donnent un ticket en disant dans 5 jours, il faut avoir quitté le pays. Et oui, ils quittent le pays, ils viennent pour la plupart en France. 70% des jeunes qui sont à Lampedusa veulent venir en France. Et ces jeunes, ils veulent ou ils viennent? Ils viennent. Bah écoutez, ils sont en train de passer la frontière qui n'existe pas entre l'Italie et la France à 26 000 et notre propre police est submergée, débordée. Alors, donc vous dites, est-ce qu'il faut aller chercher dans le champ lexical de l'UMP, comme dit Chantal Brunel, les remettre dans les bateaux? L'UMP n'a aucune solution. Aucune. L'UMP, elle est pour la politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est-à-dire laisser faire en espérant que les Français ne verront pas. Moi, j'ai proposé une chose très claire. D'abord, retrouver la maîtrise de nos frontières, mettre en application l'article 2.2 de Schengen, qui nous permet, en cas d'urgence, de maîtriser par des douaniers nos frontières entre l'Italie et la France. Tous les 27 sont d'accord. Non, pas du tout. On l'a fait pour un certain nombre de sommets européens, pour nous protéger, pour protéger l'Allemagne, notamment des gens d'extrême gauche. C'est parfaitement faisable immédiatement. Deuxièmement, passer un accord bilatéral avec l'Italie, peut-être demain avec l'Espagne si ça s'aggrave, pour que nos marines nationales arraisonnent au plus près des côtes de départ les bateaux pour les convoyés en toute sécurité d'ailleurs vers leur côte de départ. On m'a insulté pour cela. On m'a accusé de toute une série de mots pour avoir osé proposer cette solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que la nuit où je suis parti de Lampedusa, un ferry de 1850 clandestins est arrivé à essayer d'aborder Malte et a été arraisonné par la marine italienne au large de la Sicile et reconvoyé dans les eaux territoriales libyennes. Tout le monde doit faire ça. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur italien a appliqué la solution Marine Le Pen parce qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et moi, j'ai le courage de dire cela. Moi, je suis absolument effaré de voir que ni le Parti socialiste ni l'UMP ne proposent la moindre solution face à un danger qui risque de s'aggraver. Car quelques milliers, c'est une chose. Mais si demain, ce ne sont plus quelques milliers, mais quelques centaines de milliers, qu'est-ce que nous allons faire? Sur l'Europe, puisqu'on est sur l'Europe, vous dites il faut sortir de l'euro. Donc écoutez cette question de la rédaction posée pour vous par Raphaël Kahn, spécialiste d'économie. On l'écoute. Marine Le Pen, bonjour. Alors ce projet de sortir la France de l'euro, on le sait, risque de se heurter à 2 difficultés, à la fois des taux d'intérêt plus élevés et puis également une dévaluation de la monnaie. Ma question, comment vous faites du coup pour financer à la fois le déficit public, l'endettement de l'État? On le sait, ce sont 2 très gros enjeux pour les années à venir. La hausse de l'impôt, c'est ma question. Je suis allé sur votre site pour regarder, malheureusement, je suis tombé sur une feuille blanche. Est-ce que vous avez la réponse? Oui, bien sûr que j'ai des réponses. D'abord, je tiens à dire que, et c'est dommage qu'il ne soit pas en face de moi, qu'il y a beaucoup d'institutions financières, beaucoup d'États et beaucoup de grands patrons du CAC 40 qui sont déjà en train de travailler sur le krach de l'euro. Parce qu'il y a un grand risque
que l'euro s'effondre. Et moi, mon rôle, comme responsable, écoutez-moi, comme responsable politique, c'est d'anticiper la sortie de l'euro plutôt que de la subir. Parce que si nous la subissons, là, effectivement, la catastrophe économique et sociale est annoncée. J'ai donc proposé une sortie groupée de l'euro. Pourquoi? Parce que, incontestablement, l'euro n'a pas démontré sa viabilité et n'a pas apporté, comme on nous l'avait promis, la croissance et la prospérité et la lutte contre le chômage au peuple européen. Au contraire, il a contribué à enfoncer nos économies, les rendant durablement affaiblis et malades. La Grande-Bretagne vient de faire une... Oui, mais la question, c'est comment on gère nos déficits? Comment on gère nos déficits et la dette? Retrouver une monnaie nationale, excusez-moi, permettra de sortir de la loi de 73. La loi de 73, c'est celle qui nous a obligés à emprunter sur les marchés financiers internationaux avec des taux d'intérêt qui n'ont eu de cesse de monter plus nous empruntions. Si nous retrouvons notre monnaie nationale, nous pouvons... comment dire? Mais il y a un risque de dévaluation. Non, mais attendez. Oui. Si nous retrouvons notre monnaie nationale, nous pouvons rendre à la Banque de France sa prérogative de prêter au Trésor, quasiment sans intérêt, et sortir ainsi de la spirale du surendettement que nous vivons depuis des années. Voilà un moyen de résorber la dette. Moi, j'ai proposé un plan de résorption de la dette à l'horizon 2025. Si on continue à emprunter sur les marchés financiers et si on continue sous la coupe de l'euro, notre dette ne pourra pas être remboursée avant 2130 et encore au prix d'une régression sociale absolument massive. Parce que pour sauver l'euro, on sacrifie les peuples. Une dévaluation peut être compétitive. Je vous signale... Oui, mais ça sera la course, tout le monde la fera, et ça arrive à des crises. Madame, la Grande-Bretagne vient de dévaluer sans que ça ne pose le moindre problème. Pourquoi? Parce que la dévaluation, ça oxygène l'économie. Et d'ailleurs, le FMI de M. Strauss-Kahn vient de conseiller aux États-Unis de dévaluer leur monnaie, justement pour relancer, pour faire baisser les déficits et pour relancer l'économie. Alors c'est bon pour les autres, mais si je comprends bien, c'est pas bon pour nous. Merci Marine Le Pen. On se retrouve dans quelques instants. On continue, on parle des sondages, de la politique française et d'économie un peu. À tout de suite.